L'actualité sur le continent africain nous réunit une fois encore sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Ils étaient des centaines ce samedi à l'aéroport international de Conakry en Guinée pour accueillir le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais après des heures d'attente, les militants ont fini par constater que le passager tant attendu ne se trouvait pas dans l'avion qui devait ramener l'ex-chef de la junte de Ouagadougou à Conakry via Abidjan. Et jusqu'ici, les raisons officielles de ce non-retour au pays ne sont pas connues. Qu'est-ce qui a pu se passer à la dernière minute? Dans cette émission, vous aurez les essais de réponse avec nos invités. Retour manqué de Dadis Camara en Guinée. Pourquoi l'ex-chef de la junte guinéenne n'est plus rentré au bercail? Ce sera le thème de notre premier débat du jour. Au Bénin, lui, il a pu rentrer au bercail. Il s'appelle Angelo Oussou, le juge qui a prononcé les non-lieux dans le procès de l'homme d'affaires béninois Patrice Talon. Après 2 ans d'exil et des heures de formalité à l'aéroport international de Cotonou, il a pu rentrer chez lui, mais ses 5 invités qui l'accompagnaient ont été refoulés du territoire par les autorités béninoises, bien sûr, pour des raisons de sécurité intérieure. Après 2 ans d'exil, le juge Angelo Oussou rentre au Bénin. Analyse du retour du juge des non-lieux dans l'affaire Talon. Vous aurez également ces analyses tout à l'heure avec mes 2 invités. Pour finir ce débat, nous allons aborder un 3e sujet, une fois n'est pas coutume. C'est bien sûr celui de la lutte contre la corruption au Nigeria. Quand on connaît l'étendue du fléau au Nigeria, première puissance économique en Afrique, l'on s'interroge sur l'immensité de la tâche qui attend le président nigérian. Lutte contre la corruption au Nigeria, le président Muhammadu Buhari déclare la guerre aux fossoyeurs de l'économie nigériane. Ce sera notre 3e thème du jour. Mais avant tout ceci, mesdames, messieurs, voici le flash d'information. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes, a annoncé ce week-end la création de son parti politique. J'appelle de toutes mes forces pour les discussions inclusives entre le gouvernement et l'opposition et pour des élections apaisées, a-t-il précisé depuis sa cellule à La Haye, avant d'ajouter que le COJEP se battra désormais pour la paix en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, Aboubakar Shekau a démenti ce dimanche avoir été tué et remplacé à la tête de Boko Haram, comme l'avait laissé entendre le président tchadien, l'accusant lui et le président nigérian de mensonges. Dans ce message diffusé sur les réseaux sociaux et dont l'authenticité a été vérifiée par des experts, il a affirmé qu'il ne mourra pas avant que son heure ne soit arrivée. En Afrique du Sud, les leaders des 2 principaux partis d'opposition, Moussi Maïman et Julius Malema, ont rejoint plusieurs milliers de personnes ce dimanche à Marikana pour rendre hommage aux 34 mineurs abattus par la police il y a de cela 3 ans. Ils ont profité de l'occasion pour rejeter la responsabilité du massacre sur le gouvernement. En Guinée, des centaines de personnes étaient à l'aéroport international de Conakry ce samedi pour accueillir le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais après des heures d'attente, le passager tant attendu n'était pas au rendez-vous. Et jusqu'ici, les raisons officielles de ce non-retour ne sont pas encore précisées. Retour manqué de Dadis Camara en Guinée. Pourquoi l'ex-chef de la junte guinéenne n'est pas rentré au bercail? C'est le premier débat que je lance après ce générique. Pour analyser les sujets de ce jour, j'ai sur ce plateau 2 invités. D'abord, Georges Amelon est journaliste à la Radio Nationale au Bénin. Georges Amelon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Joël Avouki. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji de la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Georges Amelon et bonjour téléspectateurs. Joël Yetonji, je reste avec vous pour aborder ce sujet concernant le retour manqué de Dadis Camara en Guinée-Conakry. À votre avis, qu'est-ce qui a pu empêcher l'ex-chef de la junte de rentrer au bercail? Cette question, je me la suis posée lorsque j'ai attendu de loin sa descente parce que alerté comme tant d'autres citoyens du monde de ce que vraiment le vol a affrété pour la Guinée-Conakry. Il y avait un passager, pas comme les autres passagers qui étaient à bord et qui devraient descendre. Mais grande a été ma surprise de constater qu'il n'était pas là.
Pourquoi l'homme n'est-il pas arrivé? Mon avis personnel, je voudrais bien le mettre d'abord de côté en m'appuyant parce que je me suis posé cette question mille et une fois. Et j'ai eu un semblant de réponse ou une réponse, je veux l'appeler ici, déjà de la part de la deuxième personnalité du parti FPDD de Dadis Camara. Monsieur Pivi Zebela déclarait que Dadis Camara a été bloqué simplement à Ouaga. L'homme aurait pu être... Il a été bloqué par qui? Voilà, on ne lui a pas permis de prendre son vol. Et ça, ce n'est pas trop étonnant, c'est bien plausible. Est-ce à dire que ce sont les autorités burkinabées qui l'ont empêché de retourner dans son pays? Dans les démonstrations que ce dernier a servi, il a fait savoir que pour que le vol puisse joindre Conakry, il fallait forcément requérir l'autorisation des pays limitrophes que le vol a su voler. Parce que Dadis Camara n'est plus un passager comme les autres, c'est vrai, ce n'est pas un passager ordinaire, c'est l'homme qui est inculpé dans le massacre des milliers de Guinéens, dans ce massacre... Pas des milliers, environ 149, je crois bien, de Guinéens. C'était le massacre du 28 septembre. Et donc, il devrait répondre de ces actes. Et ces derniers avaient à donner le quitus quant à ce que le vol pouvait partir avec ce passager. Et ceci implique, je m'en tiens toujours là à ces explications, au quitus des autorités guinéennes. Et là-dessus, ce n'est pas évident que ces derniers donnent leur autorisation. Alors, quand je m'en tiens à cette lecture, je trouve que ça peut tenir la route. Et je ne vois non plus les pays concernés donner leur autorisation, non pas parce qu'ils ne veulent pas voir forcément Dadis Camara survoler leur territoire pour aller en Guinée-Conakry, mais parce que la situation aujourd'hui en Guinée-Conakry ne rassure pas. En dehors de Dadis Camara, ce n'est pas la stabilité non plus. Il y a des problèmes à l'interne. Et quand on observe un peu ce qui s'est passé si le général Sekouba Konaté a pu conduire les rênes, c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'on a appelé convalescence de l'homme, il y a les forces extérieures qui très habilement ont su jouer la carte de l'apaisement ou de la reconstruction ou de la stabilité. Donc à votre avis, c'est pour prévenir des incidents? Je trouve que ça peut tenir la route. Mais la France, les États-Unis, dans ce qui se passe aujourd'hui, n'ont pas intérêt à ce que ça s'embrase à nouveau. Oui, mais on annonce néanmoins son retour pour le samedi prochain. Oui, je dis que c'est un raisonnement qui tient la route. L'homme peut forcer et revenir au pays. Ça peut aussi être question, comme on dit souvent, d'un ballon d'essai, que ce dernier, on annonce, on essaie de voir un peu ce que ça peut donner comme réaction de l'autre côté, pour voir est-ce qu'on peut venir en toute quiétude, ou quelles sont les velléités auxquelles l'on pourrait être confronté. Ça peut être aussi un schéma possible, mais je voudrais pour l'instant m'en tenir un peu à la déclaration faite officiellement, et dire ça aussi c'est possible, comme le dernier développement que vient de faire peut aussi tenir la route. Les jours à venir, nous donnerons plus de précisions. Georges Amelon, vous avez suivi également l'actualité sur le continent africain, et notamment par rapport à ce retour manqué de Dadis Camara. Selon vous, en tant que journaliste, analyste des questions politiques sur le continent africain, qu'est-ce qui a pu empêcher Dadis Camara de rentrer chez lui? Mais je dirais d'abord, curieux passager, curieux candidat à la présidentielle guinéenne, curieuse attente de la part de ses partisans, parce que quand on connaît l'homme, on ne se douterait pas que des centaines de personnes puissent se déplacer à l'aéroport. Mais moi, je n'ai pas été très étonné que Moussa Dadis Camara ne puisse pas embarquer. Pourquoi? Je n'ai pas été très étonné parce que, de mon point de vue, pour que cet homme atterrisse à Conakry, il faut un certain nombre de préalables. Joël Etondi a essayé tout à l'heure de parler des autorisations données d'après les interprétations qu'il fait de ce qu'un porte-parole a pu dire. Je ne crois pas beaucoup à cette version-là, parce que le vol pris par Dadis Camara était un vol régulier. Et qui devait passer par Abidjan avant d'arriver à Conakry. Avant d'arriver à Conakry. Je crois qu'il n'y a pas eu d'obstruction à mon sens de ce point de vue-là. Par contre, je suis convaincu que Dadis Camara lui-même et ses hommes continuent à négocier ce retour vers Conakry. Je suis quasiment convaincu que tant que Dadis Camara n'aura pas l'assurance qu'une fois arrivé à l'aéroport de Conakry, il sera immédiatement mis au fer, et bien je crois qu'il ne fera pas le déplacement. Oui, mais pourquoi il annonce alors son retour? Parce que les risques qu'on l'arrête, les risques sont là, puisqu'il est inculpé dans cette affaire en Guinée. Et vous le savez, une fois qu'il est inculpé, à tout moment, un juge peut délivrer un mandat d'arrestation, même à l'aéroport. Dès qu'il est sur le territoire, le mandat peut s'appliquer. Alors, je suis convaincu que l'homme est plus malin que ça.
Je suis convaincu, et nous l'avons vu pendant tout son règne, qu'il est coutumier un peu du tapage médiatique. C'est quelqu'un qui a sans doute voulu dire à tout le monde, je suis candidat et je vais affronter toutes les conséquences de cette candidature, quoi qu'il arrive. Il veut se poser un peu en homme courageux, sinon en martyr. Et tout ce bruit fait autour de son arrivée à Conakry, à mon avis, n'avait pas réellement lieu d'être. Oui, mais il pouvait décider tout simplement de prendre l'avion et de débarquer, quitte à en subir les conséquences. Oui, mais je crois qu'il y a une sorte de préparation psychologique. Je crois qu'il y a de la négociation. Il doit y avoir des accords. Des négociations avec qui? Aujourd'hui, ça n'arrange pas Alpha Condé que Dadis Camara revienne. Oui, mais politiquement, on peut donner des gages. Qu'il va soutenir Alpha Condé ou bien non, simplement, parce qu'il a déjà un pacte avec Cellou Dalein Diallo? Tout à fait. Mais votre pouvoir de nuisance peut être limité par des engagements que vous avez pris auprès de quelqu'un d'autre, auprès des autorités guinéennes en l'occurrence. À partir de ce moment-là, je pense que beaucoup de choses peuvent se négocier. Vous arrivez à l'aéroport, on ne vous arrête pas tout de suite, on appliquera une procédure du genre, on vous amène devant un juge, vous êtes entendu, vous rentrez chez vous. On gère les choses en longueur. On gère les choses en longueur. Il y a des choses de ce genre-là qui peuvent se négocier. Oui, mais est-ce que ce n'est pas, on ne peut pas lire aussi l'annonce du retour de Dadis Camara comme un piège de l'opposition au pouvoir en place, quand on sait que Dadis Camara demeure populaire, il a des sympathisants et il est originaire de la région la plus peuplée de la Guinée. La région forestière, oui. Alors, est-ce que l'opposition... C'est bien pour cela, peut-être qu'il est possible de négocier avec les... Est-ce qu'on a besoin de négocier? Si tant est que c'est vraiment un piège, Dadis Camara rentre, on l'arrête, mais cela entraîne un soulèvement populaire. Mais ça dépend de ce... Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aurait réellement soulèvement populaire? Mais dans sa région natale, ça peut être lu autrement. Je ne suis pas sûr que même dans sa région natale, il soit aussi populaire que ça. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas de victimes issues de sa région natale au stade de mais les notables de cette région continuent par le porter et le voient toujours comme le sauveur de leur région. C'est vrai, mais il a été adossé à l'armée. Je ne sais plus si aujourd'hui il représente toujours le même genre de force. Je crois que l'accord passé avec Cellou Dalein Diallo est ce qui aujourd'hui le conforte le mieux. Mais sa personne à elle-même est éminemment contestée et contestable. Et de ce fait-là, dès l'instant où il est inculpé et qu'on peut arguer d'une procédure judiciaire pour le mettre en prison, je ne vois pas quel intérêt il aurait à subir tranquillement son sort sans essayer de voir comment il peut s'en tirer au mieux. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de cela, avec peut-être des mains occultes, hein, comme le disait tout à l'heure, les autres chefs d'État de la sous-région, la France, les États-Unis. Vous savez, dans ce genre de choses, beaucoup de personnes sont impliquées. Et il se peut qu'on soit en train de dire, bon, comment nous faisons pour que cet homme-là rentre, que la justice passe, mais qu'il n'y ait pas de remous. Qu'il n'y ait pas de casse. Oui. Joël Etondi, vous y voyez un piège de l'opposition au pouvoir d'Alpha Condé en Guinée, un Dadis Camara populaire dans sa région natale, qui rentre et qui peut représenter un poids électoral. S'il rentre et qu'on lui mettait la main dessus, cela peut défavoriser le pouvoir en place. Oui, pas forcément un piège, mais c'est un schéma aussi plausible. Oui, qu'on laisse Dadis Camara rentrer au pays et qu'on ne gère pas très bien, c'est clair que ça peut dégénérer, ça peut donner d'autres situations. Et tout ça, ça s'étudie. Il faut l'étudier à la loupe parce que oui, Dadis Camara a là actuellement dans sa position, dans sa situation, vraiment plusieurs cartes en mer. En matière de communication, comme l'a dit Georges Amelon, oui, c'est le fait, il le fait très bien. Il a d'ailleurs dit qu'il est prêt à faire face à la justice si vraiment on lui reproche des choses. Il n'a rien à se reprocher. Donc de ce point de vue, que l'homme arrive à rentrer dans le pays, c'est le plus important, pouvoir entrer dans le pays. Et c'est vrai aussi que ce n'est pas exclu qu'il puisse négocier cette entrée-là. Mais s'il vient dans le pays, là où il est, dans sa position actuelle, il reste une force. Sinon, la pièce maîtresse de l'opposition. Parce que c'est Alpha Condé qui il reste une menace pour Alpha Condé. Tout à fait. Lui qui avait fait la promesse de le faire entrer une fois élu, qui n'a pas pu tenir à sa parole hier, qu'aujourd'hui qu'il rentre dans le pays, il n'y a pas d'autre alliance à faire, si c'est bien avec Cellou Dalein Diallo. Et dans ce contexte-là, il reste une menace potentielle pour
Alpha Condé. Et ce qu'il y a lieu de faire dans le schéma actuel que je vois, c'est de l'éloigner le plus longtemps possible. Jusqu'à ce qu'on aille aux élections. Après les élections, on verra. Mais est-ce qu'on peut le garder aussi longtemps possible hors du territoire? On n'a pas besoin de le garder. Vu que rien ne lui est reproché à l'extérieur. C'est justement l'équation, parce qu'il faut tenir compte d'une chose également. Les nouvelles autorités politiques au Burkina n'en veulent plus. Elles veulent s'en débarrasser. C'est une charge politique. Absolument. Et il faut trouver le moyen de le faire rentrer chez lui. Le résultat, c'est que il faut bien trouver des accords. Il faut trouver le juste milieu. Cet homme est peut-être une force nuisible, mais c'est aussi une personne éminemment vulnérable. Quand vous avez un mandat comme celui qui pèse sur lui, sur le dos, vous êtes forcément vulnérable. Bien sûr. Fussiez-vous Dadis Camara. À partir du moment où cet homme rentre, que les autorités décident de mettre en route un mandat d'arrestation, qu'il est conduit en prison, il y aura peut-être quelques mouvements, mais combien de temps? Oui, mais si les autorités il y a tiennent peut-être bon. encore de soutien dans l'armée guinéenne. Je ne suis pas sûr du tout. Rappelez-vous de quelle façon il est parti. Rappelez-vous de ce qu'a dit le général Sekouba une fois qu'il a été éloigné du pays. En réalité, il était question de le mettre à l'écart, de ramener la paix au niveau des forces armées. Et rappelez-vous aussi que les hommes qui lui étaient fidèles ont tous été écartés des pôles de direction de l'armée. Donc à partir de ce moment-là... Oui, mais aujourd'hui, justement, ces hommes peuvent le voir. Ces hommes peuvent voir son retour comme une solution. Je ne suis pas sûr de cela non plus, parce que vous le savez aussi, l'armée guinéenne aujourd'hui joue l'apaisement. L'armée guinéenne tient à ne pas prendre parti aujourd'hui entre les hommes politiques démarchés et par le président de la République et par Cellou Dalein Diallo. Les militaires, pour le moment, ont regardé ailleurs. Ils disent aux politiques, débrouillez-vous. Donc, le fait que Dadis arrive n'est que peut-être l'arrivée d'un chien dans un jeu de quilles. Mais pour combien de temps? En réalité, je pense que très vite, on mesurera les limites et de la popularité et de la force que représente politiquement cet homme. Et tout ça, je voudrais dire, tout ça dépendra aussi de la façon dont Alpha Condé parviendra à conduire la grande équation. Oui, parce que, comme l'a souligné tout à l'heure, comment est-ce que Alpha Condé va gérer, quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement guinéen s'il arrivait que Dadis Camara rentre vraiment au pays? Moi, je trouve ces marges de manœuvre vraiment infimes. C'est plutôt dans la négociation, une fois encore. Et Dadis Camara, en le faisant, tout ceci, c'est pour son avenir, une fois encore. Ce n'est pas forcément le fauteuil qui l'intéresse. Ce n'est pas forcément la Guinée qui l'intéresse. C'est lui qui l'intéresse. Il a envie de sauver sa tête. Lui, il veut sauver sa tête. C'est son avenir politique. Non, bon, il s'y intéresse très peu, comme vous l'observez très bien. Son avenir en général. Son avenir en général. Maintenant, si dans ce jeu, il peut se trouver encore de charisme d'homme politique, tant mieux, il ne va pas refuser. Mais ce qui est important pour lui, il veut revenir chez lui, il veut se sentir un homme libre, il veut se sentir vivre. Et dans ce jeu, malheureusement, si on ne joue pas à la prudence, tout peut arriver. Pourquoi? Parce que ceux-là qu'on a écartés hier, c'est vrai, aujourd'hui, l'homme n'a pas d'appui suffisant. Mais ceux-là qu'on a écartés hier, ce ne sont pas des gens à négliger. Si Dadis revient au pays et malheureusement, il se joue les victimes, Alpha Condé n'arrive pas à le faire passer comme un homme vraiment coupable et que c'est la justice et rien que la justice qui fait son travail et qu'on a l'impression que la politique s'y est mêlée, très rapidement, il peut se trouver de l'aura. Et ça va davantage fragiliser et le pays et le pouvoir et donc la quête à revenir au pays d'Alpha Condé. Donc une fois encore... de Dadis Camara. Non, je parle d'Alpha Condé. C'est à lui de savoir jouer les jeux. C'est à lui de savoir que négocier et comment négocier. Ça devient difficile. Donc aujourd'hui, Dadis Camara se retrouve dans une position de pièce joker, utile pour tout le monde. Tout à fait, c'est ce que je trouve. Et lui, c'est vrai, les uns, les autres tirent les draps de leur côté. Mais dans ce jeu, lui ne pense que lui-même. Ce qui peut l'arranger, vous avez suivi un peu sa déclaration à BBC, qui n'est lié à aucun engagement avec qui que ce soit. Et la question d'ethnie, ce n'est véritablement pas son problème. Est-ce à dire qu'il peut encore changer de camp après avoir signé un pacte avec Cellou Dalein Diallo? Il peut demain dire qu'il se rallie à Alpha Condé juste pour pouvoir sauver sa peau. Si l'homme est sûr qu'il joue
de fort belle manière son avenir. Il ne fera pas, comme vous l'avez dit, de façon crue, mais il trouvera la formule. Pour, le plus important pour lui, c'est se repositionner et vivre sa vie tranquillement. Si c'est possible pour lui de revenir devant la scène, il le fera. Donc je pense que tout est possible dans le jeu qui se joue. En réalité, cet homme joue sa tête. Il ne faut pas oublier que dès l'instant où il a dit qu'il était candidat, les réactions ont été nombreuses. Je ne sais pas d'où est ressorti Toumba Diakité pour dire laissez-le revenir au pays. S'il rentre lui aussi, et je témoignerai. Oui. Et il faut savoir que toutes ces personnes, d'une manière ou d'une autre, sont actionnées quelque part. On l'a dit tout à l'heure, la politique en Afrique de l'Ouest n'est pas innocente des influences extérieures. Que ce soit celle des pays voisins, de ce fameux syndicat des chefs d'État qui continue à être très actif en Afrique de l'Ouest, mais également du regard de la France et d'autres puissances de ce genre-là. Donc il y a fort à parier que cet homme-là, comme d'autres, sera actionné aussi. Et qu'on demandera peut-être au président Alpha Condé de gérer cette situation au plus près. Il sera difficile que le président Condé le laisse rentrer sans devoir rendre compte aux Guinéens de ce qui s'est passé au stade ce jour-là. Oui. Alors, il y a vraiment là un engrenage dans lequel chacun devra jouer serré. Tout à fait. Comme on le dit, Dadis Camara le fait déjà lui. Il joue sa tête. Il est en train de dire à tout le monde, j'ai passé des accords politiques, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui me tient. Garantissez-moi quelque chose et puis on verra la suite. On verra la suite. Le samedi prochain, nous serons plus édifiés par rapport à ce retour annoncé du capitaine Moussa Dadis Camara. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Cette émission se poursuit à présent. Notre deuxième sujet du jour après ce générique. Notre deuxième débat du jour nous emmène au Bénin après 2 ans d'exil et des heures de formalité à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gatti de Cotonou, Angelo Oussou. Le juge qui a prononcé les non-lieux dans le procès de l'homme d'affaires béninois Patrice Talon a pu rentrer chez lui, mais ses 5 invités qui l'accompagnaient ont été refoulés du territoire par les autorités béninoises pour des raisons de sécurité intérieure. Après 2 ans d'exil, le juge Angelo Oussou rentre au Bénin. Analyse du retour du juge des non-lieux dans l'affaire Talon se fera avec Georges Hamelon et Joël Yetondi qui sont toujours sur ce plateau. Georges Hamelon, je reste avec vous. Le juge Angelo Oussou est rentré ce samedi, je le disais tantôt. Dites-nous comment est-ce qu'on peut comprendre ce retour du juge alors que le régime qu'il prétendait menaçant pour sa sécurité demeure toujours en place? Eh bien, je me suis posé la même question que vous, Joël Arofugé. Mais pour tout vous dire, ces différents retours, quelque part, me font sourire. Je pense qu'il y a derrière forcément la présidentielle de 2016. Il y a un jeu subtil qui se joue autour de cette échéance-là. Et je suis convaincu qu'en rentrant de cette manière à tour de rôle, on pose des questions au régime en place. Un régime qu'on sait très réactif, c'est un euphémisme que j'utilise, et qui déjà a montré que face à de tels retours, il avait des velléités de pression. Des pressions qui vont peut-être transformer des gens en martyrs, des martyrs pour des échéances prochaines. En réalité, je crois que le pouvoir en place aurait pu laisser rentrer toutes ces personnes-là sans aucune pression autour. Pourquoi? C'est le président Yahi lui-même qui a dit qu'il pardonnait. C'est lui qui a dit qu'il laissait tomber. Bien sûr. À partir du moment où il a dit, a priori, il devrait peut-être garder un homme vigilant sur un œil vigilant, sur ces hommes qui rentrent, mais les laisser rentrer sans qu'autour il n'y ait la possibilité d'enclencher des opérations de communication. Oui, vous voulez dire que justement le sachant fébrile par rapport à ce genre de choses, toutes ces personnes qui rentrent aujourd'hui jouent sur la réactivité du régime en place, c'est ça? J'en suis convaincu. La belle preuve, c'est que le juge Angelo Oussou n'est pas rentré seul. Il est rentré avec des personnes qui pourraient témoigner.
il est rentré avec des personnes qui pourraient sur la scène internationale donner une autre envergure à son retour sur Cotonou. Donc c'était un piège qu'il fallait éviter. Je pense. Autorité béninoise, il leur revenait de contrôler simplement s'il était en règle, si les hommes qui l'accompagnaient étaient en règle. Mais une fois que ces hommes sont sur votre territoire, vous avez la possibilité, si vous êtes bien organisé, de les surveiller de très près et d'intervenir à la... Ils sont identifiés. La plus grande difficulté pour des services de sécurité, c'est d'arriver à identifier des gens. Mais dès que vous les avez identifiés, que vous savez là où ils sont... Ils résident, vous connaissez leur résidence et qui les a invités, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez suivre leur mouvement. Donc il était inutile qu'il y ait tout ce déploiement de force. En fait, les autorités ont réagi de mon point de vue comme si elles avaient été narguées et qu'il fallait qu'elles démontrent qu'elles avaient également de la force. Et ce régime est coutumier du fait, malheureusement. Oui, mais pourquoi s'il rentre alors que le régime est toujours là, puisqu'il avait argué qu'il n'était pas en sécurité? Mais je l'ai dit tout à l'heure, ces retours successifs... C'est dans le cadre de 2016, à votre avis? Absolument, ressemble à des provocations. Vous avez entendu dire comme moi que ce juge-là pourrait être candidat à la présidentielle de 2016. Il ne l'a pas dit lui-même encore, donc ces informations, nous les prenons avec beaucoup de réserve. Mais à partir du moment où toutes ces personnes qui aujourd'hui dans l'opinion ont une forme de notoriété sont déjà plus ou moins passées pour des martyrs, tout le monde garde le regard fixé sur elles. Et dès que ces personnes sont là, on se demande ce qu'elles vont faire. Elles attirent l'attention et elles sont des vecteurs de communication potentiels, peut-être pour d'autres qui sont à venir. Joël Yetonji, le juge Angelo Oussou, qui rentre du moins au Bénin, alors que le régime est toujours en place, puisqu'il prétendait avoir été menacé, sa sécurité était menacée. Comment est-ce que vous analysez ce retour? Très facile à apprécier. C'est vrai, on ne peut pas oublier ce fameux pardon du chef de l'État. C'est ce qu'on pouvait souhaiter dans cette situation devenue très difficile, intenable à la limite pour le peuple béninois. Et le chef de l'État, quand il avait sorti le fameux mot, c'était un soulagement pour au-delà de la personne et de la famille des concernés, pour toute une nation. Donc à partir de ce moment, c'était un facteur suffisant pour permettre à ceux-ci de rentrer chez eux. Et comme j'aime à le dire, on ne peut pas comprendre que les Africains, des têtes pensantes, ceux-là qui savent faire quelque chose en soi, quitter chaque fois le continent. Ce n'est pas possible. Donc, on ne pouvait pas être surpris. Autre mesure, quand je le Oussou, jeune, mais dynamique, qui a montré, ça dépend, tout son savoir-faire, plus rentrer dans son pays et que ça surprenne. On devrait pourtant accompagner cela. Alors qu'il décide à rentrer dans son pays, je pense que c'était le mieux à faire après ce fameux pardon. Oui, mais dans cette affaire, il n'était pas le seul à avoir prononcé le non-lieu. Il y a eu un autre juge qui, en appel, a confirmé le non-lieu. Alors, comment se fait-il qu'il soit le seul à se sentir aujourd'hui menacé? Ça, c'est... Et qu'il soit obligé même de rentrer avec des accompagnateurs pour venir constater sa situation. Je ne suis pas véritablement seul à rentrer, mais ce qui s'est joué avant ce dossier, il y a des faits que nous pouvons apprécier, mais d'autres non. Dans ce dossier, il y a eu beaucoup de non-dits. Et de vous à moi aujourd'hui, malheureusement, parce que pour la manifestation de la vérité, ce qui aurait été souhaitable, c'est que ce dossier aille jusqu'à son aboutissement. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est allé jusqu'à son aboutissement, puisque non, lui, il y a eu le fameux pardon. Oui, mais après avoir prononcé son non-lieu, je crois que la Cour d'appel également est allée au bout de la procédure et a prononcé également ça a laissé un goût d'inachevé pour ceux-là, en tout cas comme moi, qui suivais de très près ce dossier, qui voudraient en savoir davantage plus. Mais dans les non-dits, il y a des choses qu'on ne peut pas exposer sur un plateau. Dans quelles conditions le juge, dont certains avaient dit, n'était pas habilité à saisir ou à connaître de ce dossier, Tout ceci mis ensemble, ce silence, les motifs pour lesquels c'est lui qui a eu à recevoir tout le dossier, pour connaître du dossier et conduire le dossier, ce non-dit peut expliquer la grande peur du concerné. Mais au-delà de ce fait,
ce que vous avez signifié. La peur de qui? Parce qu'il était... si on lui a confié ce dossier, c'est parce qu'on a jugé qu'il avait des aptitudes pour gérer ce dossier. Mais la magistrature répond à des principes bien donnés au Bénin. Et vous avez entendu les gens du corps avoir des réactions qu'il fallait en son temps. On ne reviendra pas là-dessus. Mais en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il est rentré, est-ce que c'est parce qu'il avait véritablement peur qu'il s'est fait accompagner? C'est des mesures de prudence, c'est des garde-fous qu'il a mis. Mais au-delà de ces garde-fous, c'est vrai, l'homme a joué un peu sur ceux qu'il avait en face de lui. Je veux parler de l'exécutif qui a une façon de se comporter et qu'il fallait corriger, que malheureusement on n'est pas en train de corriger. Georges Ablon l'a souligné, ceux-là. Ils sont venus, ils ont été témoins des faits. Le juge Angelo Oussou a fait un certain nombre de déclarations. Il a pris des gens témoins certainement avant de prendre son départ. Il est arrivé à l'aéroport. Ceux-là ont vu comment ça s'est passé. On l'a maintenu pendant des heures pour contrôler quoi pendant ce temps. C'est suffisamment important en matière de communication, en matière d'information. Et ce n'est forcément pas à l'actif du pouvoir. Georges Blamont l'a dit et je m'allie sur ce qu'il a dit. Georges Ablon et Angelo Oussou, dans ce contexte, pour ce que nous avons appris, candidat potentiel, dit-on, pour les prochaines présidentielles, en attendant que l'homme fasse sa déclaration, ou pas lui, ou celui dont il a défendu le dossier, tout ceci mis ensemble poursuit un objectif. Et l'exécutif, en agissant comme il a fait, les accompagne plutôt dans leur vision. Et ça, ce n'est forcément pas une bonne pour chose. Le Bénin. Georges Ablon, alors, on sait que le juge Oussou, justement, fait l'objet d'une procédure de radiation du corps des magistrats, puisque en temps, il avait été invité à reprendre service. Quel sera, à votre avis, désormais son quotidien au Bénin? La procédure de radiation est en cours, dites-vous. Ce qui signifie que ce n'est qu'une procédure. Et quand on sait que dans une procédure, si vous êtes absent, on décide d'une manière donnée, mais que si vous êtes présent, on peut décider de vous écouter, de vous réécouter à nouveau, ben, les choses peuvent encore s'inverser. Rien ne dit que la procédure de radiation en cours ne peut pas être interrompue pour que le juge en question soit écouté, pour que le Conseil national de la magistrature décide d'avoir un autre regard sur le dossier en question. En vérité, tout reste ouvert en ce qui concerne son avenir. Donc, je ne parierais pas d'emblée que cet homme-là quitterait le rang des magistrats. Des magistrats. Joël Etonji. Ah oui, c'est déjà parce que le juge Angelo Oussou, un peu comme Dadis Camara, mais pas dans les mêmes proportions, ce n'est plus un magistrat ordinaire. Tout le monde a les yeux dessus et le chef de l'État qui est en fin de mandat n'a pas intérêt à ce que des problèmes s'accumulent. Aujourd'hui, radier, prononcer sa radiation alors qu'il est sur le territoire national, ce serait amener encore de l'eau au moulin d'autres personnes qui ont intérêt. Il a été absent de son poste pendant plus de 2 ans. On n'a pas profité pendant 2 ans, c'est trop pour prononcer la radiation, mais de vous à moi, jusqu'à l'heure où nous parlons, ça n'a pas été fait. Pourquoi attendre son retour pour le faire? Ne serait-ce pas une autre façon de créer d'autres problèmes alors qu'on a déjà beaucoup à faire dans le pays? Il faut s'occuper des dossiers essentiels, des dossiers brûlants de l'heure. Et l'autre dossier brûlant de l'heure aujourd'hui, vous le savez, c'est le dossier PPEA2, dont on veut connaître l'aboutissement. Donc il y a tellement de dossiers sur lesquels le Bénin doit se pencher. En dehors de ça, vous avez entendu, il y a une décision qui fait des vagues que je n'évoque pas ici. Donc il y a du chantier encore ouvert. Il ne faut pas créer d'autres. Il faut s'occuper des choses sérieuses. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre deuxième débat de ce jour. Voici à présent un nouveau point de l'actualité. C'est le flash d'information. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes, a annoncé ce week-end la création de son parti politique. J'appelle de toutes mes forces pour les discussions inclusives entre le gouvernement et l'opposition et pour des élections apaisées, a-t-il précisé depuis sa cellule à La Haye, avant d'ajouter que le COJEP se battra désormais pour la paix en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, Aboubakar Shekau a démenti ce dimanche avoir été tué et remplacé à la tête de Boko Haram, comme l'avait laissé entendre le président tchadien, l'accusant lui et le président nigérian de mensonges. Dans ce message diffusé sur les réseaux sociaux et dont l'authenticité a été vérifiée par des experts, il a affirmé qu'il ne mourra pas avant que son heure ne soit arrivée. En Afrique du Sud, les leaders des 2 principaux partis d'opposition, Moussi Maïman et Julius Malema, ont rejoint plusieurs milliers de personnes ce dimanche à Marikana pour rendre hommage aux 34 mineurs abattus par la police il y a de cela 3 ans. Ils ont profité de l'occasion pour rejeter la responsabilité du massacre sur le gouvernement.
Au Nigeria, le président Buhari se lance dans une croisade contre la corruption, mais quand on connaît l'étendue du fléau au Nigeria, première puissance économique en Afrique, l'on s'interroge alors sur l'immensité de la tâche qui attend le président nigérian. Lutte contre la corruption au Nigeria, le président Buhari déclare la guerre aux fossoyeurs de l'économie nigériane. C'est le thème que porte notre troisième débat que je lance après ce générique. Joël Tondi, alors lutter contre la corruption au Nigeria alors que le président Buhari a été porté au pouvoir par une coalition de partis politiques. Est-ce que vous pensez que ce nouveau combat de Buhari est réaliste? Très réaliste. Il a annoncé les couleurs. Il avait sa fiche de campagne. Il a déjà fait savoir ses priorités avant d'aller en alliance avec ceux qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir. Donc il n'y a pas a priori de surprise. Et oui, mais quand on parle de politique, vous savez que ces tentacules sont très étendus. Est-ce qu'on peut frapper justement contre la corruption sans que cela ne touche aujourd'hui des gens proches du pouvoir? On devrait s'y attendre. Et il a expliqué qu'il n'y aura pas de copinage possible. Buhari n'est pas nouveau dans la scène politique. On sait sa façon de faire, on sait sa façon de gérer. Il ne pourra pas changer du jour au lendemain. Il a annoncé les couleurs, vous l'avez constaté, au-delà du discours, c'est vrai. Sur le continent, on nous a habitués pendant les campagnes à tenir des propos, à ne pas les honorer une fois accédé au pouvoir. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas ça. Par le passé, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, l'homme, malgré son âge, est resté égal à lui-même. Je trouve que c'est heureux. On pourra aller à cette école et faire comme lui. Vous avez constaté la principale société productrice du pétrole, du raffinerie dans le pays, la tête pensante. Au-delà de la tête, c'est tout le conseil d'administration qui a été balayé. Oui, c'est un signal fort que l'homme veut évoluer. Oui, il a été demandé une chose est de balayer l'administration, mais quand on sait que la gangrène, des fois, se trouve à la base, est-ce que vous pensez que balayer juste la tête peut régler le problème de la corruption? C'est surtout ça, c'est la tête qu'il faut balayer. Lorsque vous balayez la tête et vous frappez fort, juste là où il faut, les autres, ils prennent note de ce qui se passe. Ils se corrigent très rapidement. Mais par contre, lorsque vous en prenez à la base, et qu'à la tête, on constate que ça continue de ces comportements qui ne font qu'arriérer nos États, eh bien, à la base, on trouve d'autres stratégies pour faire comme monsieur tout le monde. Voilà. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Et en ce qui concerne le secteur du pétrole, secteur vital au Nigeria, les dernières estimations nous ont fait comprendre qu'on a par an une perte de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. C'est énorme. Plus du budget annuel, pas seulement énorme. Il faut faire la petite comparaison pour constater. Plus du budget annuel d'un certain nombre d'États africains, je ne vais pas les citer, plus du budget annuel. Vous imaginez que le Nigeria paie chaque année. Et si on arrive à maintenir ces sommes, vous voyez un peu ce que ça peut apporter au Nigeria. Ça peut créer des emplois. Le mal est profond, il faut plutôt l'encourager et admirer un peu la sortie du parti, qui est son principal parti. Je vais parler de l'APC, qui a fait une sortie médiatique formidable le week-end où il n'a pas été question de vilipender qui que ce soit, mais d'appeler le peuple nigérien à comprendre que ce qui se joue, c'est plutôt l'avenir de la nation et d'accompagner le chef dans sa mission actuelle. Lorsque Buhari n'aura pas à faire une politique de deux poids, deux mesures, et comme vous l'avez dit, qu'on constatera que dans son propre camp, qui s'est rendu coupable d'actes de prévarication, peut subir les rigueurs de la loi, on va facilement l'accompagner. Mais par contre, s'il fait autrement, c'est là qu'il y aura problème. C'est la voie empruntée, je trouve. C'est en cours de route qu'il pourra être apprécié. Georges Amelon, alors quand on sait que le Nigeria est un pays qui se nourrit de l'informel, parce qu'une bonne partie de la richesse de ce pays est basée sur l'informel, est-ce que l'actuel président ne risque pas de perdre en popularité? Écoutez, je crois qu'il faut quand même prendre la mesure de ce qu'est le Nigeria. Le Nigeria, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est la première économie en Afrique. Le Nigeria, c'est l'un des rares pays en Afrique à avoir des satellites qui tournent autour de nos têtes, au-dessus de nos têtes. Le Nigeria, c'est une véritable puissance, dans tous les sens du terme. Regardez sa population et vous vous rendrez compte qu'à terme, si quelqu'un ne fait pas quelque chose contre l'informel, si quelqu'un ne fait pas en sorte que le Nigeria rejoigne les mécanismes normaux, eh bien, les différents progrès enregistrés jusque-là, à un moment ou à un autre, seront stoppés. Et Joël Tondi l'a excellemment dit tout à l'heure, l'homme que les Nigériens ont élu est connu. Buhari
quand vous en parlez avec ceux qui vivent au Nigeria, et j'ai un cousin qui y vit depuis 45 ans, il vous dit c'est l'homme qui a fait descendre les cavaliers, les policiers à cheval dans la rue à Lagos pour chicoter les gens et les obliger à se mettre en rang pour prendre les bus. En réalité, cet homme est connu pour sa rigueur. Il n'a fait de cadeau à personne quand il était au pouvoir la première fois. C'est d'ailleurs ce qui, à l'époque, l'avait emporté. Peut-être que la même chose l'emportera encore aujourd'hui. Oui, est-ce que ce n'est pas dangereux pour lui? Est-ce qu'il peut finir son mandat dans ces conditions s'il ramène cette même rigueur? Je crois qu'il ne se pose pas la question sous cette forme. Il se dit il y a des choses à faire. Et il faut effectivement que quelqu'un mettre la main dans le cambouis. Il est parti pour le faire. Il a commencé avec l'armée, en dégommant tous les chefs de l'armée, en nommant d'autres pour faire face à la menace Boko Haram. Ça a été un signal fort de sa détermination. Ne touche pas à l'armée qui veut au Nigeria. Bien sûr. Après, il s'est attaqué à la corruption. Une manière de dire les mots qui nous minent, je veux mettre le doigt dessus, je ne veux pas fermer les yeux. En réalité, c'est clair. Il faudra simplement qu'il trouve les bonnes alliances, les bonnes personnes pour mettre en place les mécanismes qu'il veut. Parce qu'au-delà de sa volonté à lui, il faut mettre en place des mécanismes répressifs, des mécanismes efficaces qui permettent que la corruption effectivement recule. Parce que tant que ce ne sera pas... La corruption zéro, ce n'est pas le temps de vous boire, ça c'est clair. Le mal est trop profond de mon point de vue. Mais il faut donner des signaux. Il faut donner des signaux forts et en arriver à dire aux Nigériens, comme à ceux qui les regardent de l'extérieur, nous avons envie que notre pays enfin rejoigne les rails qui sont ceux de la bonne du développement et de la bonne gouvernance. Oui. Alors, quelques décisions importantes ont déjà été prises par le président Buhari dans le cadre de cette lutte. Avant d'en parler, je nous propose de suivre ensemble ce reportage. 6 milliards de dollars, soit 4,3 milliards d'euros de manque à gagner par an. Ce sont là les estimations chiffrées des vols et détournements de pétrole brut notés au niveau du premier producteur de pétrole du continent africain, le Nigeria. Un crime économique qui, au dire du Congrès progressiste, parti au pouvoir, dépasse l'entendement et ne saurait rester impuni. En conséquence, il réclame que les milliards de dollars volés dans le secteur pétrolier comme dans les autres secteurs soient récupérés. Comme en écho à ses engagements à combattre la corruption et le gaspillage généralisé, notamment dans le stratégique secteur pétrolier qui fournit à l'État fédéral l'essentiel de ses revenus, le président nigérian Muhammadu Buhari a limogé le conseil d'administration de la compagnie pétrolière nationale, la NNPC, considérée comme un nid à corruption. Aussitôt interpellé, Emmanuel Kachikwe, le nouveau directeur général de la compagnie, a promis un audit complet des comptes et du personnel. Le chef d'État nigérien a quant à lui assuré que son administration mettra en œuvre les réformes nécessaires et initiera de nouvelles politiques pour augmenter les revenus nationaux issus de la production du pétrole et du gaz. Il s'est en outre engagé à améliorer la sécurité pour favoriser les investissements en luttant contre le vol de pétrole, la piraterie maritime et les actes de vandalisme des pipelines. Le Congrès progressiste salue cette nouvelle ligne de conduite et appelle alors tous les Nigérians à soutenir l'administration Buhari afin que les coupables d'actes de prévarication soient traduits en justice et que des mesures soient prises pour empêcher les vols à l'avenir. Alors, Georges Amono, je reste avec vous. Alors, quand on sait que la corruption et le détournement de pétrole brut est profitable au marché informel au Nigeria et dans les autres pays de la sous-région, quelles pourront être les conséquences de ces réformes pour les voisins du Nigeria, notamment le Bénin, le Togo et les autres pays proches qui utilisent l'informel du Nigeria pour se développer? Ils devront en prendre acte. Nous avons dit tout à l'heure que le Nigeria était un grand pays avec une grande économie, adossé pour le moment à la débrouille. La débrouille, elle existe chez nous. Au Nigeria, c'est multiplié par 100 ou par 1000. Mais rendez-vous compte tout simplement que toutes ces forces ramenées dans les rangs de la bonne gouvernance décupleraient la puissance du Nigeria. Bien sûr. Alors, dans un premier temps, les pays voisins subiront, c'est certain. Et le Bénin en particulier en souffrira énormément. On sait ce que génère l'informel chez nous. Mais il faut savoir aussi une chose,
c'est que cet équilibre instable dans lequel nous vivons économiquement n'est pas une réalité à laquelle il faut s'adosser durablement. Il faudra nécessairement à un moment ou à un autre que nos gouvernants eux-mêmes, forcés peut-être par les événements, prennent d'autres mesures. Mais en attendant, les populations vont en souffrir. Parce qu'on sait que l'informel est devenu carrément un métier pour certains. Là où il y a la guerre, les populations en souffrent. Là où il y a Ebola, les populations en souffrent. Là où il y a la famine, les populations en souffrent. Le problème n'est pas de souffrir, le problème c'est d'en sortir. Et d'en sortir par le haut. Est-ce que nous allons continuer constamment, année après année, décennie après décennie, de gérer l'informel? Nous allons continuer de nous débrouiller, comme on dit, en essayant de faire nos 5-6% de croissance par an, alors que nous pourrions faire beaucoup plus avec un Nigeria plus puissant auquel nous pourrions apporter, disons, notre collaboration. En réalité, il faut regarder plus loin. De mon point de vue, nous nous contentons pour le moment de gérer le quotidien. Et nous n'avons pas de vision du futur. Il faut souhaiter pour le Bénin, au contraire, que le Nigeria devienne plus puissant, que le Nigeria ait des canaux qui puissent l'installer comme l'Afrique du Sud est aujourd'hui en Afrique australe, comme un moteur de développement pour toute la sous-région. Alors, à partir du moment où le Nigeria atteindra ce genre de développement-là, eh bien, vous pouvez parier que tous les autres pays voisins, nous suivront. Tous les autres pays voisins vont en profiter. Joël Yetonji, très rapidement, les conséquences pour les pays voisins du Nigeria. José Amelon les a suffisamment évoqués. Je dis, je prends le Nigeria comme le grand frère à côté. Et quand il marche très bien, convenablement, les autres sont obligés de suivre. Et je l'espère que les autres vont pouvoir prendre exemple. Donc je ne veux pas m'attarder sur ces conséquences. Je les partage amplement. Mais je veux rapidement dire, puisque le temps est parti, que voilà les types de chefs qu'il faut pour nos États, à la trempe de Bouhari. Des gens qui sont là, non pas pour eux. Ils s'en foutent. Un second mandat, ce n'est pas là le problème. Montrer la voie empruntée et qu'on l'emprunte, on va s'en sortir. On est capable de se suffire. Vous avez vu, l'homme, hier, il dit, j'ai besoin d'armes pour faire face à Boko Haram. Non, on ne peut pas t'en donner. Aujourd'hui, il dit, nous aurons des usines de fabrication d'armes. Nous aurons désormais des usines de fabrication de véhicules. Assez avec les véhicules d'occasion, des carcasses qui nous tuent à longueur de journée. Et pourtant, on en est fiers. Donc, un chef de cette trempe-là, il faut en rêver davantage pour nos États. Pour l'Afrique. Merci Joël Yetonji. Merci Georges Amelon. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le débat de ce jour. Très bonne suite de programmes sur Sika, la chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain. Pour la suite de ce magazine, retenez que nous allons à présent vous présenter les nouvelles économiques sur le continent africain et dans le monde entier. C'est le journal de l'économie.